Balado conscient, épisode 155. La comédienne, scénographe, directrice générale et cofondatrice de Écocéno, Anne-Catherine Lebeau. Mais je pense que la très, très grande force des arts, c'est de transformer la société, de transformer notre notion de qu'est-ce qui constitue le succès aussi. Est-ce que le succès, c'est de posséder beaucoup de biens ou le succès, c'est d'être bien entouré et de partager ce qu'on a? Donc, il y a une transformation de la société pour moi qui passe principalement par l'art et je pense que le secteur artistique a un potentiel énorme et qui n'en a pas encore pleinement conscience. J'ai eu le plaisir d'avoir une première conversation dans le cadre de ce balado avec Anne-Catherine Lebeau le 4 juin 2021, en pleine pandémie. Vous le trouverez sur le site du balado conscient, épisode 37, l'art régénératif. Alors, lors de cette première conversation, nous avons parlé de plein de choses, dont Écocéno, un organisme qu'elle dirige, dont le mandat est d'accompagner la communauté artistique dans la transition socio-écologique en réduisant l'impact environnemental de la production culturelle. Nous avons beaucoup parlé du mandat des activités de Écocéno, mais aussi d'économie circulaire, le rôle des arts dans le cadre de l'urgence climatique et autres sujets reliés. Et donc, notre deuxième conversation, le 25 mars 2024, est une mise à jour de la part de Anne-Catherine, dont elle a parlé de ce qui est devenu Écocéno maintenant. Et l'entrevue, en fait, a eu lieu dans l'entrepôt d'Écocéno dans l'est de Montréal. Et nous avons parlé de plusieurs choses, dont, par exemple, la précarité du secteur des arts et la notion d'adaptabilité. Et j'avoue que ma conversation avec Anne-Catherine m'a fait un grand bien. Elle m'a remonté le moral avec son optimisme inconditionnel. Le monde que j'ai envie de bâtir, c'est un monde d'espoir, c'est un monde qui va plus lentement et qui nourrit plus les liens entre les humains et entre les humains et la nature, sachant que on est une partie de la nature, on n'est pas déconnecté. Anne-Catherine recommande le livre Entangled Life de Melvin Sheldrake et la production La Mouette du théâtre Prospero. Bonne écoute. Alors, bienvenue Anne-Catherine. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Où sommes-nous? On est maintenant dans les locaux d'Écocéno, donc on est en ce moment dans l'espace de mutualisation. Donc, c'est un nouveau projet qu'on a avec 4 théâtres à Montréal, de mutualiser de plus en plus les équipements en théâtre. Et mutualiser, ça veut dire partager, je présume? Oui, ça veut dire partager, ça veut dire de se trouver un système aussi. Ça implique aussi de standardiser nos façons de faire. Par exemple, que tous les théâtres utilisent le même outil d'inventaire, la même logique. Donc, pour être capable, effectivement, de faire en sorte que ce ne soit pas chaque théâtre qui possède un inventaire similaire à son propre usage, mais qu'on ait une visibilité sur qu'est-ce que les autres théâtres ont et qu'on puisse, plutôt que d'acheter neuf ou d'entreposer pendant des mois des choses qui servent très peu souvent, qu'on puisse les utiliser, donc avoir un usage plus fréquent et aussi éviter que tout le monde achète des doubles. Donc oui, c'est une autre façon de dire partager, mais c'est un peu plus complexe que partager. Oui. Mais écoute, commençons au début. On s'est parlé en ligne durant COVID. C'était l'épisode 37. J'ai appelé ça art régénératif. Mais on a parlé plein de choses, dont les économies circulaires, tout ça. Là, on est 2-3 ans plus tard. Mais commençons au début. Présente-toi, s'il vous plaît.
de ta formation, quelles ont peut-être été quelques influences pour que les gens connaissent un peu d'où tu viens. Puis après ça, on va parler d'EcoCéno, mais aussi du thème de cette année, là, de cette saison autour de l'art et de la crise écologique, mais spécialement qu'est-ce qu'on fait avec la fin du monde tel qu'on le connaît et comment est-ce qu'on fait pour planter, pour renaître ce monde qu'on aime tellement. Mais commençons avec toi. Qui es-tu? Moi, je suis Anne-Catherine Lebeau. J'ai une formation à la base de comédienne que j'ai fait à Moscou. J'ai travaillé très longtemps, plus de 20 ans au Cirque du Soleil aussi comme interprète, c'est-à-dire en traduction simultanée, anglais, français, russe, chinois, mandarin et espagnol. Donc, ça a été une grosse partie de ma carrière que je faisais en parallèle avec ma carrière de comédienne et de traductrice. Ensuite, j'ai décidé d'aller me former en management, donc parce que je voulais prendre des postes plutôt de gestion où j'avais l'impression que j'allais avoir plus l'occasion de transformer les choses qui me dérangeaient. Donc, par exemple, ce qui m'accrochait beaucoup, c'était, je trouvais qu'on faisait un mauvais usage des matières, des matériaux dans le domaine culturel. Moi, je suis très, très proche du domaine culturel. J'ai toujours adoré surtout les arts vivants et de penser que pour que moi, j'ai un beau moment au théâtre ou au cirque qui dure 1h30, qui me transporte complètement ailleurs, il faut utiliser des ressources de façon, je dirais, non optimisée au minimum. C'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup, puis je sentais qu'autour de moi, ça dérangeait de plus en plus de gens. Donc, j'avais vraiment, moi, le besoin de mettre en place des solutions qui allaient nous permettre de créer autrement. Et comment ça va? Ben ça va bien, ça va bien. C'est beaucoup de transformations. Nous, on a commencé EcoCéno 5 mois avant la COVID. Donc, c'est sûr que notre expérience est beaucoup en COVID. Là, en ce moment, on est en train justement de placer le projet mutualisation, d'être en contact aussi avec les gens du milieu, puis de vraiment, plus que pendant la COVID, où tout le monde était affecté profondément par tout ce qui se passait. Là, on sent une espèce de renaissance suite à la COVID. En même temps, un contexte financier extrêmement difficile, une période de crise économique aussi, qui fait en sorte qu'il y a une très, très grande précarité dans le milieu culturel. Donc, je pense que c'est un moment aussi où tout le monde se demande justement c'est quoi le monde qu'on veut bâtir. Et on se rend compte aussi que le monde d'avant, il n'existe plus vraiment. Il faut vraiment déjà être en train de construire autre chose. Donc, nous, c'est notre mission et on pense que ça se fait en ayant plus de communication, plus de partage, plus de concertation. Alors, Anne-Catherine, j'aimerais ça qu'on se promène un peu dans le lieu, puis tu me montres comment ça marche. Oui, bien voici. Donc là, ici, c'est l'espace boutique. Donc, on récupère, par exemple, des panneaux de décor, des portes, du mobilier, des accessoires, plein d'éléments. Et donc, premièrement, on les collecte, on les inventorie. Puis ensuite, on les met dans l'espace boutique. Donc, l'idée, c'est que quand une pièce de théâtre se termine, par exemple, donc le décor revient ici. Nous, on inventorie tout, on met ça dans l'espace boutique. Donc, après, il y a une autre pièce qui peut venir s'inspirer, dire « Ah oui, moi, je prendrais ça. » Mais l'idée, c'est pas que ce soit reconnaissable, c'est vraiment qu'on puisse réutiliser puis réinventer d'autres choses, créer autre chose. Puis si on va à l'arrière, bien là, c'est là que tantôt, je parlais du projet de mutualisation. Donc, c'est là qu'il y a vraiment des espaces dédiés à chacun des théâtres qui sont des espaces d'entreposage. Puis l'idée, c'est que de plus en plus, ce soit utilisé comme des... En fait, que les théâtres voient ce que les autres entreposent, puis puissent se dire « Ah, ben je prendrais ça, j'en aurais besoin. » Donc, favoriser le partage, la mutualisation. Puis au centre de l'espace, ici, bien, il y a notre bureau, qui est un ancien... En fait, qui est un décor qui représentait un conteneur
Et donc, il y a une possibilité aussi de monter sur le toit. Puis l'idée, c'est que les gens puissent venir s'inspirer, s'asseoir en haut, dire, bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien utiliser, puis que ça devienne une source d'inspiration aussi d'utiliser des matériaux de réemploi. On parlait justement là, des opérations d'Écocéno et de la difficulté, évidemment, quand c'est parlé au début, il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas de théâtre. Mm-hmm. Et là, ça roule. Donc, ça a repris et Écocéno, je présume, est un outil important pour la communauté théâtre à Montréal et ailleurs. Oui, exactement, c'est ça. Puis on a plus de... En ce moment, aussi, c'est un moment important pour Écocéno parce qu'on avait dû interrompre une partie de nos services, tous les services qui étaient liés à collecter les matériaux, donc à la fin des productions, et les revendre. Donc, on a dû interrompre ça pendant quelques mois, et là, on est en train de repartir graduellement. Puis en ce moment, c'est ça, on sent l'engouement là, des gens qui veulent travailler avec nous à ce niveau-là. Pendant notre période d'interruption de ces services-là, on a quand même maintenu les services de formation et d'accompagnement en éco-conception. Puis on se rend compte que les besoins de formation sont énormes. Les gens souhaitent vraiment être formés, souhaitent vraiment s'informer sur comment changer les choses à leur échelle aussi. Et donc, là, on a commencé à former aussi dans des plus grandes structures. Par exemple, on a formé Ex Machina à Québec, Robert Lepage, des gens... en fait, on a commencé à former les équipes au Cirque du Soleil, à bâtir avec eux des plans de formation. Puis aussi, on a un projet avec l'École nationale de théâtre du Canada qui est sur 2 ans et demi et qui fait en sorte qu'à partir de la saison, à partir de l'année scolaire 25-26, tout le parcours scolaire à l'École nationale du Canada va être conçu pour tenir compte des enjeux de transition écologique, de l'éco-conception, de l'éco-responsabilité, pour que les finissants, dans le fond, quand ils sortent, ils sont vraiment formés en tenant compte de ce contexte-là. Et donc, comment on crée dans un monde qui est affecté par les changements climatiques. Bien, j'ai vu tout à l'heure, à l'atelier, il y avait une vingtaine de personnes tout autour, toutes les mêmes, pleines de colle ou je ne sais pas quoi. Marchons un peu plus parce qu'il y a un atelier là-bas. Puis l'aspect atelier m'intéresse parce que la formation de ceux qui sont déjà formés, c'est comme une formation supplémentaire. Oui, du développement professionnel. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Ils apprennent plein de choses. Comme aujourd'hui, là, on se dirige vers notre bureau, qui est aussi notre salle de formation. Puis aujourd'hui, il y avait une formation qui s'appelle Fabriquer autrement. C'est une formation sur 3 jours. Et l'idée, c'est vraiment de rassembler des professionnels ici. Puis là, ils font des tests avec différents matériaux. Vous voyez aussi les matériothèques où on voit comme que nous-mêmes, on a déjà fait des tests. Puis l'idée, c'est les amener de plus en plus à utiliser des produits qui sont moins nocifs pour l'environnement. Mm-hmm. Mais moi, je trouve ça excitant puis intéressant de voir et de sentir l'espace, le potentiel de partage et tout ça. Puis en fait, je suis venu avec une voiture Communauto, puis j'écrivais hier sur Facebook que ça me stimule de partager. Hein? Il y a quelque chose dans le processus de savoir que j'aide un concitoyen, une concitoyenne avec ma voiture, il faut que je sois responsable et je partage un objet dont je n'ai pas vraiment besoin d'appartenir. Donc, c'est un peu le même principe, je pense. C'est comme Communauto pour le théâtre. Pas tout à fait, là, mais... Mais oui, c'est inspiré. Dans le fond, c'est l'idée qu'on n'a pas besoin de tous être propriétaires des biens. On a besoin de faire l'usage des biens. Donc, c'est vraiment une transformation de nos façons de faire. C'est aussi une remise en question du capitalisme parce que ce système-là, il faut aussi inventer ses bases. Puis le système, je veux dire, ça fonctionne bien comme une auto, puis moi aussi, je l'utilise avec grand bonheur. Ça a pris du temps aussi avant que ça démarre. Bixi aussi, ça a pris du temps avant que ça démarre. C'est des nouvelles façons de procéder. Donc le modèle économique derrière ça est encore à inventer. Mais c'est certain que c'est basé sur la prise en compte que les ressources planétaires sont limitées et il faut qu'on transforme radicalement nos façons de les utiliser. Mais je suis d'accord avec toi que ça apporte beaucoup de bonheur et que souvent, les gens voient plutôt l'aspect contrainte
Puis, on valorise beaucoup, beaucoup encore l'auto individuel. C'est ce qu'on voit dans les publicités comme un symbole de liberté. Mais moi, je trouve que comme une auto, c'est un grand symbole de liberté parce qu'on n'a pas à faire le changement de pneus l'hiver, on n'a pas à s'en préoccuper quand on ne l'utilise pas. Il y a plein, plein, plein d'avantages qui sont souvent méconnus. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là dans les productions artistiques au niveau du contenu? Est-ce que Ecoceno a une influence sur le contenu, pas juste sur ce qui est sur la scène au niveau des décors? Je pense que oui, dans le sens où c'est sûr qu'on influence par nos formations, par nos communications aussi, à amener aussi l'idée que c'est pas juste des contraintes, c'est plutôt une nouvelle façon de voir les choses, c'est une façon de se rassembler. Donc, je pense que oui, on influence. Après, notre mission, c'est aussi de trouver des solutions très, très concrètes là, sur comment on utilise les matériaux. Mais je pense que la très, très grande force des arts, c'est de transformer la société, de transformer notre notion de qu'est-ce qui constitue le succès aussi. Est-ce que le succès, c'est de posséder beaucoup de biens ou le succès, c'est d'être bien entouré et de partager ce qu'on a? Donc, il y a une transformation de la société pour moi qui passe principalement par l'art. Et je pense que le secteur artistique a un potentiel énorme et qui n'en a pas encore pleinement conscience. Donc, il y a encore du travail à faire là-dessus. Mais oui, je pense que ça s'en vient. Puis je l'entends dans les discussions qu'on a avec les professionnels avec lesquels on travaille. Mm-hmm. Tu le vois sur scène sans doute aussi. Il y a des productions qui sont... Il y a eu du CEP, il y a eu une pièce, le Pétrole. Pétrole, oui. Sanita Fezic, qui était en fait la personne avant toi Mm-hmm. sur le balado, a dit qu'elle a été profondément émue, non pas seulement par la pièce, mais par la mise en scène, la façon, et je pense que les décors ont joué un rôle, ou l'absence de décors, je ne sais pas trop, je n'ai pas vu, mais donc... Toutes ces choses-là m'intéressent, en mesure que, tu sais, le Julie's Bicycle en Angleterre, ils ont commencé avec l'impact de l'empreinte de carbone, puis maintenant, ils influencent l'ensemble du réseau. C'est-à-dire que... Au Canada, il n'y en a pas beaucoup d'éco-scénos. Je pense que vous êtes unique. Oui, il y en a un peu en cinéma, je dirais dans la production de cinéma, mais dans l'aspect décor. Parce que c'est tragique de prendre du bois vierge, de l'utiliser une fois, puis de le mettre aux poubelles. Hein. C'est ce qu'on fait encore souvent. Oui. Donc déjà, là, il y a comme un soulagement qu'on va récupérer des matériaux, mais aussi la notion de coopération, comme on disait tout à l'heure, est très importante. Comment est-ce qu'on fait pour amplifier ce type d'activité dans le secteur des arts, c'est-à-dire de coopérer? Qu'est-ce qui est la formule magique? Bien, je pense qu'il n'y a pas de formule magique, évidemment. Je pense que c'est une question de... faut prendre le temps de le faire. Il faut mettre les énergies là. Là, il y a une mobilisation en ce moment qui se prépare à Montréal parce qu'on a pris connaissance du nouveau budget du Québec, en fait, qui attribue des fonds bien en deçà des attentes au Conseil des arts et lettres du Québec. Donc, il y a une mobilisation du secteur, justement, pour voir c'est quoi les prochaines étapes, c'est quoi la mobilisation, mais dans un contexte économique difficile, ça nous oblige à se rassembler, puis à réfléchir à comment on veut voir la suite. Puis aussi, les conditions de pratique des artistes qui sont souvent très précaires, les rythmes de production qui sont très rapides. Par exemple, nous, on voit qu'un des freins principaux à l'éco-conception, à faire mieux, c'est les échéanciers qui sont trop serrés, qui font en sorte que on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de faire les choses différemment, on n'a pas le temps de bien faire les choses. Donc, je pense que la solution en vient de se rassembler, de réfléchir ensemble à des nouvelles façons de faire. Puis je pense que ces nouvelles façons de faire-là peuvent être bénéfiques pour tout le monde. C'est pas... Il y a des deuils là-dedans, c'est certain que ça implique de faire le deuil de certaines choses qu'on connaît actuellement, mais d'aller vers... Je pense qu'on peut aller vers mieux. Je pense qu'aller vers mieux, c'est aussi aller vers moins.
c'est less is more, mais c'est pas toujours ça dans le cas. Dans le cas de la culture, c'est un domaine infini au niveau du contenu, des idées, du potentiel, mais on travaille avec des matériaux qui sont limités. Donc, je pense que les artistes comprennent ça. Mais la précarité, je l'entends, je la vois. Les artistes, il y en a qui COVID leur a un coup très dur. Tu sais. Mais là, on me semble qu'on est dans une période de renaissance, c'est peut-être trop gros comme mot, là, mais au moins un nouveau début. Puis je trouve que quand j'ai vu ce que vous faites avec Ecoceno, ça m'a beaucoup impressionné parce que c'est un peu un travail de mettre en place les méthodes, le travail, là, de dire voici comment c'est possible, on l'a fait, etc. Si on met de côté Ecoceno pour un instant, Anne-Catherine, qu'est-ce qui t'inspire ces jours-ci au niveau de l'art qui joue un rôle dans le changement climatique, changement social ou qui fait face à nos problématiques, dont la crise écologique? Plein de choses, mais je dirais que très, très récemment, très concrètement, il y a la production La Mouette qui est au Prospero en ce moment, où on voit que déjà, il y avait depuis quelques années, on parle de l'importance d'avoir plus de diversité sur nos scènes, tout ça. Puis là, tout d'un coup, on voit cette pièce-là où ça devient évident à nos yeux que c'est pas un effort d'inclure la diversité, mais qu'on voit la diversité. Aussi, dans cette pièce-là, le décor est très simple, très minimal. Et moi, personnellement, comme spectatrice, ça me permet d'entrer encore plus en communion avec le propos de la pièce, qui n'est pas nécessairement un gros décor. Sinon, je dirais que le spectacle le plus marquant pour moi, ça demeure, en lien avec Ecoceno, ça demeure quand même J'aime Hydro, parce que c'est aussi une démarche citoyenne où on se rend compte du pouvoir qu'on a comme citoyen, de quand on s'intéresse à quelque chose puis qu'on veut savoir comment c'est fait, qu'on est capable de transformer les choses, on est capable d'avoir une influence. Puis que la pièce parle vraiment très, très, très concrètement de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. Moi, je ressens le besoin qu'il y ait peut-être plus de... En tout cas, c'est un théâtre qui me parle beaucoup quand on parle de ce qui se passe ici, maintenant, puis on sent que ça nous donne des outils pour avancer. Donc, je dirais que ce seraient les deux exemples les plus forts que j'aurais à proposer. Puis peut-être dans les lectures, Entangled, qui est un livre sur l'importance des champignons, puis tout ce monde-là qu'on ne connaît pas, je pense que c'est super important. Puis nous, dans une nouvelle vision du monde aussi, plus interconnectée, tout le monde des champignons, en fait, qui est encore très, très méconnu, puis qui est quand même porteur de plein de choses formidables, mais c'est aussi toute l'interconnectivité de la nature qu'on ne voit pas, qui est en dessous du sol, mais qui est pour nous un super bel exemple de là où on aspire à aller. Donc, un monde où on est plus en lien les uns avec les autres, pas connectés nécessairement avec des appareils électroniques, mais plus en lien avec les uns avec les autres, puis en lien avec la nature, parce que on est très largement déconnectés de la nature. Puis aussi, dans le contexte actuel, on pense que ce qui nous apporte du bonheur, c'est de posséder des choses, d'acheter des choses. Puis il faut qu'on retourne à être dans la nature. Puis je pense qu'il y a des pièces aussi, par exemple, Acting for Climate Montreal, qui avait fait un spectacle de cirque vraiment à l'extérieur, où leur équipement, c'était dans le fond, où ils étaient vraiment comme, ils travaillaient avec les arbres, avec le sol. Puis c'est des occasions aussi de nous reconnecter à la vraie nature autour de nous. Là, on va sortir dehors, puis tu vas me dire pourquoi est-ce qu'on est ici? C'est comme quelle partie de Montréal où est-ce qu'on est? Oui. Bien, en fait, on est dans l'est de Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve. Puis c'est un gros complexe d'entreposage. En fait, on fait face là, à un ancien incinérateur. Donc, dans le temps où les gens pensaient que ce qui était vraiment bien, c'était de brûler les déchets. Donc, ici, c'est un gros complexe d'entreposage où il y a beaucoup, beaucoup de théâtres qui ont leurs entreposages aussi, des festivals, puis un gros
un atelier de décor juste à côté. Donc, pour nous, ça faisait du sens d'être ici parce que c'est pas trop loin, c'est facilement accessible. C'est accessible en métro, en Bixi, en communauto, en voiture, en camion. Et on a plein de voisins qui sont vraiment, dans le fond, qui sont nos clients. Ouais. Puis le public, lui, il voit, il sent, mais il ne change pas immédiatement son comportement. Là. Ça se fait progressivement, je présume. Oui, bien sûr, bien sûr. On ne change pas du jour au lendemain. Il n'y a aucun changement qui se fait du jour au lendemain. Changer, ça prend beaucoup d'énergie. Il faut souvent se sentir obligé de changer pour changer. Donc, oui, on ne s'attend pas à des changements de cap du tout. Mais c'est sûr que plus on sent physiquement les changements climatiques aussi, plus ça nous invite à changer. Le monde est en feu. Donc, comment faire pour inciter encore plus les artistes à participer? C'est une excellente question. C'est toujours après difficile de dire, on ne veut pas instrumentaliser l'art, on ne veut pas dire aux artistes quoi faire. Je pense que nécessairement, il y a plusieurs artistes qui s'emparent de cette question-là, mais je pense pas qu'on puisse dire à des artistes quoi faire ou les inciter à faire quelque chose en particulier. Je pense que ça prend du temps, mais je pense aussi que ça prend un contexte où les artistes ont la possibilité de créer, parce que en ce moment, dans un contexte économique... La liberté de créer aussi. La liberté, je pense que la liberté de créer, on l'a. Je pense que, par contre, le contexte économique difficile, le contexte de financement des arts difficile en ce moment fait en sorte que les artistes vont... En fait, pour gagner notre vie, on doit souvent faire des choses qui ne sont pas nécessairement cohérentes avec nos valeurs, parce que il y a plein de choses à payer, il faut gagner notre vie. Donc, je pense que c'est là en fait, ce qui pourrait inciter les artistes à davantage parler de ce qui se passe aujourd'hui, puis de s'y consacrer, c'est de créer des conditions, par exemple, un salaire inconditionnel pour les artistes, qui leur donnerait les conditions de réfléchir et de se pencher sur ce qui se passe maintenant, puis de ne pas être dans un cycle où ils s'épuisent à créer puis à travailler à côté à autre chose pour survivre. Bien, je venais en entretien en anglais avec un ancien directeur du Conseil des arts, Robert Sermon, la semaine passée à Toronto, puis il a dit la même chose. Ah, ben oui, mais je pense que c'est une évidence, puis je pense même que ce serait... je pense que ultimement, ça nous permettrait... En fait, je pense qu'il y aurait moins de sommes allouées à l'art, puis je dis pas que c'est une bonne chose d'allouer moins de sommes à l'art, mais si les artistes avaient accès à un revenu garanti et avaient le temps de créer, on atteindrait une profondeur puis une force vraiment supérieure à ce qu'on a actuellement. Puis je pense qu'en ce moment, il y a une multiplication de projets parce que les gens doivent gagner leur vie. Il faut financer ces projets-là. Puis la machine s'emballe, mais on n'est pas en train de créer du sens nécessairement. On est en train d'essayer de survivre et de gagner notre vie. Donc, je suis assez convaincue que ce serait un changement radical qui nous amènerait complètement ailleurs. Bien, pour terminer, c'est quoi ta vision à long terme, non seulement d'Écocéno, mais des organismes artistiques qui travaillent autour d'économie circulaire? Comment est-ce qu'on fait pour que le modèle puisse être répandu dans d'autres secteurs ou à travers les arts? Parce que ce que vous faites en ce moment est minuscule, relativement petit, oui. Mais on aimerait voir ça à plus grande échelle. Comment est-ce qu'on fait ça? Je pense que quand on va avoir trouvé un modèle économique qui fait en sorte que ça c'est pérenne, puis que c'est assez stable, je pense que c'est possible de le répliquer. On est allé en France en juin dernier. On a rencontré des organisations là-bas qui sont là depuis un peu plus de 10 ans, puis qui sont rendues très solides. Donc, on pense vraiment que c'est possible. Pour l'instant, on est encore beaucoup dans l'innovation. Donc, je pense que dès qu'on va avoir un modèle un petit peu plus solide, qui a fait ses preuves, moi, mon souhait, c'est vraiment pas que Écocéno ait des succursales partout, c'est qu'on soit un modèle d'inspiration pour les gens qui se disent « Hey, moi aussi, je veux faire ça », puis que comme il y a une multitude de cafés qui ont chacun leur personnalité, qui est une multitude d'organisations semblables à Écocéno, parce qu'effectivement,
on est un grain de sable en ce moment qui couvre une toute partie des besoins, mais notre objectif, c'est de monter un modèle qui se tient pour qu'il puisse être répliqué, pas nécessairement par nous, pour qu'il puisse servir d'inspiration pour d'autres. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu lis ou qui t'influence en ce moment dans tes lectures, dans ce que tu écoutes, que tu aimerais partager avec ceux qui écoutent? Oui, bien en fait, le livre Entangled Life, qui est sur les champignons, que je trouve très, très inspirant parce que je trouve que tout le monde, tout ce qui est relié aux champignons, le mycélium, tous les liens qu'il y a sous terre, en fait, je pense que dans une vision, moi, je porte pas du tout la vision du monde où on est en transition écologique puis on fonce vers l'apocalypse. Je pense qu'on est en train de vivre une très grande transformation, mais que ce qui est au bout, c'est pas l'apocalypse. Ce qui est au bout, c'est une société avec plus de liens avec le vivant, plus de temps pour être les uns avec les autres, pour nourrir les liens entre nous et ralentir le rythme, parce que je pense que la vitesse qui nous est imposée par le capitalisme, par notre utilisation du pétrole, parce qu'on peut faire tout aussi vite parce qu'on utilise énormément de pétrole. Le jour où on va vraiment accepter d'utiliser moins de pétrole, tout va se mettre à ralentir. Exactement. Bien, on est déjà obligé, puis on ne le fait pas, mais un jour... mais donc, ça va transformer notre monde. Et je pense que le monde tel qu'il est en ce moment, c'est un monde qui nous épuise. Et je pense que le monde que j'ai envie de bâtir, c'est un monde d'espoir, c'est un monde qui va plus lentement et qui nourrit plus les liens entre les humains et entre les humains et la nature, sachant que on est une partie de la nature, on n'est pas déconnecté. Anne-Catherine, tu me donnes l'espoir. Là, Puis on a parlé de cette façon-là. J'encourage ceux qui sont intéressés d'écouter notre entrevue d'il y a 3 ans, notre conversation. Parce que moi, je suis assez découragé ces jours-ci, parce que peut-être que je lis trop de mauvaises nouvelles, mais de temps en temps, il y a des artistes qui me relèvent. Il y a des poèmes, il y a des chansons, et puis comment ça se fait? C'est de la magie. Ben oui, oui. Est-ce que tu dirais que tu es optimiste? Oui. Oui. Oui, je pense vraiment que c'est une très grande transformation, mais je pense que c'est une transformation qui est nécessaire. Je pense que c'est une transformation qui est souhaitable. Puis, pour moi, l'idée aussi de bâtir des modèles régénératifs, c'est-à-dire que notre objectif, c'est pas juste d'avoir moins d'impact sur l'environnement, c'est d'avoir un impact bénéfique sur l'environnement, sur les gens autour de nous, mais aussi sur la nature. Comment on fait pour créer des œuvres qui, pas juste vont utiliser des matériaux puis les jeter après, ou pas juste utiliser des matériaux qu'on va remettre en circulation, mais comment on pourrait potentiellement créer une œuvre qui contribuerait à nourrir la nature. Donc, la réponse n'est pas simple. Nous, on aspire aussi à ce que Ecoceno soit une entreprise régénérative, dans le sens où aussi, on voudrait créer une entreprise. Comment on fait pour créer une entreprise où les gens, quand ils terminent leur journée de travail, plutôt que d'être lessivés, ont plus d'énergie. Donc, par les discussions qu'ils ont eues, par les idées qui ont nourri. Donc, oui, je suis optimiste. Mais j'aimerais ça qu'on se reparle tous les 3 ans. C'est bon, pour parfait. Faire le point sur comment ça va, puis comment est-ce qu'on peut t'aider. Parfait. Parce que je trouve que le modèle est impressionnant et important à toutes les échelles. C'est moins connu au Canada anglais, donc je vais essayer d'en parler un peu plus. Et je te souhaite bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.